Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être avec nous pour cette septième conférence Lieu de mémoire qui porte sur la thématique en ce 8 mars des femmes dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour en parler, nous avons choisi de nous appuyer notamment sur la bande dessinée Tête de mule, six jeunes Alsaciennes en résistance, écrite par Étienne Gendrin et publiée aux éditions La Boîte à Bulles en 2020. Et donc avec nous pour discuter de ce thème, comme je l'ai dit, l'auteur de cette BD, Étienne Gendrin. Étienne, bonjour à vous. Bonjour. Et nous avons aussi la chance d'avoir Justine de France, dite la prof sur YouTube, qui se définit comme vulgarisatrice et qui s'intéresse à l'histoire des femmes sur sa chaîne. Donc bonjour à vous aussi. Bonjour. Tout d'abord, merci à tous les deux de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Et nous remercions également Octavie, l'attachée de presse, qui s'occupe de cette bande dessinée pour son aide dans la tenue de cette conférence. Donc nous sommes ensemble de 18h30 à 20h, avec une première partie où nous allons d'abord, nous, animateurs, vous poser des questions pendant environ 1 heure. Puis une seconde partie sera consacrée aux questions du public pendant environ une demi-heure. Je suis Martin de Vauchambord, volontaire en service civique au sein des Jeunes Européens Strasbourg, et j'aurai le plaisir de co-animer cet échange avec Garance Berthaud. Oui, merci Martin. Moi je m'appelle Garance Berthaud, comme Martin vient de le dire. Je suis aussi volontaire en service civique au sein des Jeunes Européens de Strasbourg et je suis en charge du projet Lieu de mémoire dans lequel se tient cette conférence sur Tête de mule. Donc on est sur Zoom. Alors normalement on a dû être en Facebook Live et pour des petites raisons techniques, Facebook refuse de se lancer. Je vais juste vous demander de bien vouloir couper vos micros pour éviter des possibles interférences sonores, afin qu'on entende bien tout le monde, sauf si jamais on vous demande de prendre la parole pour poser vos questions, puisque vous pouvez poser vos questions sur le chat au fur et à mesure de la conférence, tout au long de la conférence, et on les notera au fur et à mesure, et au bout d'une heure, quand viendra le temps des questions du public, on vous évitera à poser directement vos petites questions. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question, puisque donc, la BD Tête de mule dont on va parler ce soir, au départ, c'est un récit familial qui rapporte le destin plutôt extraordinaire d'Alice Dole, donc, qui est la grand-mère de votre femme, Étienne, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Et donc, vous, de votre côté, Justine, dans votre série sur votre chaîne YouTube Gendarme Badass, vous racontez aussi des destins assez extraordinaires de femmes qui ont fait l'histoire. Et on voudrait savoir comment est-ce que raconter des destins individuels de femmes vous aide à parler de l'histoire avec un grand H. Alors, je prends la parole, je prends le premier tour. Tête de mule, effectivement, c'est l'histoire de 6 jeunes résistantes strasbourgeoises qui ont décidé de se dresser contre l'annexion, contre les nazis qui étaient en présence en 40 à Strasbourg et qui sont venus en aide à des prisonniers de guerre strasbourgeois, donc des prisonniers de guerre dans les différentes casernes de Strasbourg. Et cette équipe, j'en ai entendu parler parce que effectivement la grand-mère de mon épouse faisait partie de cette équipe, Alice Dole, et elle a laissé des notes. Donc c'est effectivement un destin individuel. Et donc moi c'est un petit peu l'inverse. J'avais pas envie de parler d'histoire avec un grand H, mais j'avais envie de raconter cette histoire individuelle, cette histoire personnelle, familiale. Et il a fallu que je donne des éléments de contexte historique. Et alors, le problème de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'est un contexte historique assez vaste et puis assez bien renseigné. Moi, n'étant pas historien, n'étant pas spécialiste, je n'allais pas partir sur le contexte global Seconde Guerre mondiale. Allez-y, je vais vous raconter ce que c'est que la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je suis parti plutôt sur cette histoire personnelle et dans laquelle j'ai essayé d'incruster des petites histoires, des petits faits historiques, mais de l'histoire plus locale, donc strasbourgeoise ou alsacienne, pour ancrer mon histoire, lui donner un peu d'épaisseur, cette histoire très personnelle. Donc, qui va raconter, on va suivre vraiment Alice, son implication dans le réseau, donc cette équipe de jeunes filles qui s'appelle l'équipe des Pur Sang et qui donc va venir en aide aux prisonniers qui souhaitent s'évader d'Alsace.
Et donc, cette petite histoire-là, je vais l'ancrer dans tout le contexte historique, mais je pars du contexte historique local qui, là, est bien renseigné dans des alsatiques, dans des livres spécialisés sur l'histoire de l'Alsace ou dans des sites internet ou des publications diverses. Et ça, donc là, dans les bibliothèques en Alsace, on est assez pointu sur l'histoire de l'Alsace, c'est normal. Et du coup, ça, je vais pouvoir documenter, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à parler d'histoire avec un grand H, mais c'est de l'histoire très, très locale. Voilà. C'était mon angle d'attaque. Voilà. Oui, de mon côté, j'ai lancé Les Gentles Dames Badass, qui est une de mes séries de vidéos sur YouTube. Sur ma chaîne, je parle à la base d'histoire médiévale, puisque c'était ma spécialité à l'université. Et un été, par hasard, je me suis dit, tiens, je ne vais pas avoir le temps de faire beaucoup de vidéos pendant l'été. Est-ce que je ne pourrais pas trouver un format un peu plus court? Et c'est là que, sans vraiment beaucoup de réflexion au début sur les enjeux de ce type de vidéo, j'ai lancé Les Gentles Dames Badass. Donc, ce sont des portraits biographiques de femmes. Là, cette fois, de toute période, on n'est pas du tout uniquement dans le Moyen-Âge et aussi de tout domaine. Ça peut être des femmes qui ont une importance au niveau culturel, politique, scientifique, etc. Et donc voilà, à la base, je n'avais pas vraiment réfléchi à pourquoi faire ce type d'histoire. J'en avais juste tourné 4 pour l'été et au final, j'ai continué d'en faire régulièrement et maintenant, j'en sors autant que des chroniques de prof, donc mon format principal. Et finalement, ça participe à faire l'histoire avec un grand H parce que déjà, l'histoire biographique fait partie de l'histoire. Ça fait partie des différents courants historiques qui existent. Et en particulier, quand on parle d'histoire des femmes, l'histoire biographique est encore plus courante dans l'histoire des femmes parce que déjà, c'est un domaine historique assez récent et pour lequel on manque souvent de sources. Par exemple, on peut difficilement faire une histoire démographique, une étude démographique d'un grand nombre de personnes quand on parle de femmes parce qu'on manque d'archives, les archives sont trop partielles, pas assez étudiées, etc. Donc, quand on regarde l'histoire des femmes, on se rend compte que ça passe beaucoup par du biographique, par des portraits soit individuels, soit de petits groupes, comme là, par exemple, pour l'histoire des pur sang. Ça reste cohérent aussi avec l'histoire avec un grand H et avec l'approche de l'histoire des femmes. Et à titre personnel, ça me plaît beaucoup de faire sortir de l'oubli certaines personnes qui ont eu une destinée un peu particulière ou qui auraient pu marquer davantage l'histoire. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. Alors du coup, comme on vient de le dire, il s'agit non pas seulement d'un destin individuel, mais d'un récit familial dans le cadre du récit d'Étienne Gendrin. Du coup, on a commencé à effleurer cette thématique. C'est l'utilisation de sources particulières, presque intimes. La mémoire familiale ici participe à la mémoire collective de la résistance alsacienne. Qu'est-ce que ça raconte sur la mémoire collective qu'on en a à vos yeux, Étienne, et aussi quelles sont les difficultés d'utiliser ce type de source? Oui, effectivement. Donc, ma source, c'est un document que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Alors, je vous le montre, c'est un petit cahier, il est à l'envers, il est marqué Les Pur Sang 1940-1945. Et c'est le récit fait par Alice et puis certaines personnes de son équipe, de cette équipe de résistantes. D'abord, une version qui a lieu en 1946, donc juste après les faits, un an après le retour de déportation, parce qu'elles ont été déportées. Et puis, donc, c'est un récit de 1946 que Alice a toiletté un petit peu ensuite en 1996 pour les 50 ans du retour justement des déportés. Et donc, c'est un récit, effectivement, comme disait Justine, c'est un récit un petit peu fait maison, quoi, entre filles. Elles sont interrogées au départ, quand même, en 1946 par un abbé qui dit cette histoire-là va être quand même assez édifiante, assez intéressante. Ça donne un bon exemple. Donc, moi, je vais collecter ce récit. Donc, rapidement, après la guerre, l'abbé Goldschmidt, qui est un abbé que je ne connais pas spécialement, je n'ai pas retrouvé de traces de lui, mais c'est lui le premier à rédiger le parcours de l'équipe, son action, et puis comment la filière chute, et même l'évasion d'Alice, l'évasion réussie d'Alice.
Donc voilà, il va donner tous ces éléments. Mais effectivement, les historiens apparemment le disent, quand on fonctionne avec du témoignage de première main en ayant directement la personne, eh bien, souvent la personne reconstruit, quoi. On travaille avec de la mémoire et on n'est pas dans l'histoire. Enfin, ça, moi, c'est pas des concepts que je manie aisément, mais en tout cas, il faut prendre de toute façon un petit peu avec des pincettes. Parce que quand on raconte son histoire, des fois on se donne le beau rôle, des fois on reconstruit, on se souvient plus bien, des fois on se souvient mal aussi. Enfin, on a un souvenir qui passe devant d'autres et puis qui fait que le message est trompeur, quoi. Mais voilà, en fait, cette histoire-là, moi, en la trouvant dans la bibliothèque, ce que j'ai vu, c'est surtout que j'avais envie de raconter cette histoire parce qu'elle avait un côté romanesque, quoi. Moi, le côté historique, comme je l'ai dit, moi, je suis auteur de BD. Enfin, je l'ai pas dit ça, mais je suis auteur de BD, mais je suis pas historien. Donc moi, c'est pas un livre d'histoire, c'est effectivement d'après le récit d'Alice Dole, mais je veux donner à mon lecteur quelques gages un petit peu historiques tout de même, partir de faits historiques assez locaux, mais et ce récit-là, je n'ai que ça sous la main, mais je vais tenter de trouver d'autres sources en faisant des recherches, parce que cette histoire a été racontée par d'autres personnes derrière, dans d'autres livres, et voilà, j'ai essayé un petit peu de croiser différentes sources pour objectiver un petit peu ce récit personnel, quoi. Voilà, je ne sais plus quelle était la question tout à fait au départ. Si, sur la mémoire, et je voulais juste encore ajouter que j'ai eu accès à une autre source qui me semble aussi vachement intéressante. Donc, il y a toutes ces sources, toutes ces premières sources dont je parlais, c'était les récits qu'a fait Alice et ses copines de l'équipe juste après la guerre. Et il y a aussi donc une deuxième source, ce sont les lettres d'Alice. Alice va faire, dans un premier temps, elle va être infirmière aux armées, infirmière dans l'armée française. Et donc, elle va écrire à sa famille, et puis elle va connaître aussi la débâcle de l'armée française, et elle termine cette première année de guerre à Pau, où elle est démobilisée fin octobre, début novembre 40. Et donc, pendant cette année, elle écrit à sa famille. Donc, ça nous donne aussi l'état d'esprit dans lequel elle est. Et par exemple, elle ne sait pas du tout ce qui se passe en Alsace. Elle demande, mais donnez-moi des infos, dites-moi ce qu'on pense de tout ça. Alors, bien sûr, les parents, ils répondent de façon évasive parce qu'ils s'imaginent que les courriers sont lus et qu'il ne vaut mieux pas être dans les petits papiers des Allemands trop vite. Donc, on laisse venir Alice, on la laisse rentrer, et on ne lui donne pas trop d'infos sur ce qui se passe à Strasbourg. Mais voilà, comme ça, moi, j'ai eu cette deuxième source qui sont les lettres. Donc, les lettres d'Alice dans le cadre de l'infirmière aux armées, quand elle était infirmière aux armées, et puis les lettres aussi quand elle était en prison en Allemagne. Pendant 2 ans, elle a été dans le centre de l'Allemagne, à Ziegenhain, et elle a pu écrire aussi à ses parents. Donc, on voit son état d'esprit, son état d'abattement ou au contraire d'espoir. Voilà. Et puis les petits tracas du quotidien dans la prison. Et puis, comment est-ce qu'elle passe cette période particulière de détention. Et puis, notamment, la question de la foi, où elle prie beaucoup. Enfin, voilà. Tout son état d'esprit nous est présenté par les lettres, et qui sont censés être lus juste par ses parents et puis par le censeur à la sortie de la prison, qui peut rayer éventuellement des parties. Je n'ai pas vu de partie rayée, donc de toute façon, elle s'exprimait en allemand dans la lettre, et puis elle ne mettait pas d'infos qui pouvaient être censurées, quoi, parce que de toute façon, ça ne passait pas. Donc voilà, c'est une deuxième source qui m'a permis aussi d'accéder de plus près à ce qui se passait dans la tête d'Alice, quoi, et puis dans son cœur. Voilà. Effectivement, très intéressant de voir ça de la perspective d'un auteur. Vous, Justine, en tant que vulgarisatrice, ça vous arrive aussi d'utiliser des matériaux, des sources de l'ordre de l'intime pour parler d'histoire? Vous avez mentionné que ça permettait de pallier l'absence de documents statistiques parfois. Est-ce qu'il y a d'autres avantages, des limites à cette utilisation? Oui, oui, ça m'est arrivé. Alors moi, je travaille assez peu à partir de sources premières pour mes vidéos. Je travaille plutôt à partir de livres, donc déjà des études faites sur les sujets en question. Mais par exemple, j'avais fait une vidéo pour parler de la micro-histoire, qui est un courant historique où justement on s'intéresse à des destins très individuels, et à partir de cette histoire, on dresse un portrait plus large de la société.
Mais voilà, c'est plutôt à l'inverse des courants historiques où on trace large pour remontrer la vie des gens. Et donc pour ça, j'avais travaillé à partir du livre Le plancher de Joachim qui parle d'un document très intéressant, c'est-à-dire c'est un charpentier au 19e siècle qui écrivait au dos du plancher qu'il posait dans un château. Et donc ce plancher a été redécouvert à peu près 100 ans plus tard, un peu plus de 100 ans même, et étudié à partir de là. Donc c'est comme un journal intime écrit au dos d'un plancher. Et, donc voilà, c'était très intéressant de travailler à partir de ça. Et pour revenir sur la BD et sur l'approche de la mémoire, enfin, le lien entre histoire et mémoire, le fait de travailler sur les mémoires d'Alice et sur ses lettres, c'est du mémoire historique. Et donc, pour moi, la BD est une BD, est un travail historique, une démarche historique, parce qu'il y a eu croisement des sources, justement, différentes recherches. Et, je ne sais plus ce que j'allais dire à partir de là. Oui, et justement, l'utilisation de la mémoire en histoire, c'est quelque chose qui se développe principalement pendant le XXe siècle et beaucoup avec justement l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et effectivement, la mémoire, c'est un matériau historique. Alors, je ne suis pas experte de l'histoire et de la mémoire, mais de ce que j'en sais en tout cas, c'est un matériau historique qu'on peut utiliser, que certains courants historiques utilisent de plus en plus. Par exemple, l'Institut d'histoire du temps présent qui repose quasi exclusivement sur le témoignage, donc sur la mémoire. Et ça peut être biaisé, effectivement, puisque la mémoire, ça fait appel à nos souvenirs, que ça soit en récit oral ou écrit. Et donc, parfois, on se souvient mal. Il y a, par exemple, des études qui ont montré que certains témoins racontaient en fait des choses qui étaient arrivées à leurs parents ou qui étaient arrivées à d'autres personnes, mais au fur et à mesure, leur mémoire avait assimilé à ça, à quelque chose qui leur était arrivé à eux. Mais d'un autre côté, par exemple, quand on s'intéresse aux sources écrites et surtout aux sources écrites qui datent d'il y a longtemps, comme moi je suis médiéviste, ces sources souvent n'étaient pas contemporaines des faits non plus. Et voilà, il se passait un long temps entre l'événement et la mise par écrit, au même titre qu'il peut se passer un long temps entre l'événement et le récit à l'oral. Donc par exemple, pour les mémoires d'Alice, apparemment elle les avait écrites une première fois, puis retravaillées dans les années 90. Et, ça, c'est justement ce que j'avais lu aussi, c'est que la mémoire est plus fidèle au final, plusieurs années après, que quand on essaye de raconter tout de suite, parce que plus de détails peuvent revenir. Donc il peut y avoir parfois des modifications, voilà, si on se met plus en avant que ce qui était dans la réalité, mais il peut aussi y avoir plus de détails qui reviennent. Et la mémoire aussi travaille mieux quand on fait un récit historique sur quelque chose qui nous est proche, qui se rapproche à un récit familial ou personnel. Si on demande à quelqu'un de raconter un événement historique qui est survenu quand il était jeune, il pourra avoir peut-être du mal à dire ce qu'il faisait ce jour-là, etc. Alors que si on lui demande de raconter son enfance, tout simplement, c'est beaucoup plus simple. Donc là, puisqu'il s'agit d'un récit personnel, je pense que c'est un très bon matériau historique, justement. Voilà, Oui. je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, je pense. Merci à tous les deux. Dernière question un peu historique, promis après, Étienne, on passe sur les femmes. Donc ce récit, vous l'avez déjà dit un petit peu, il a un ancrage très très local puisqu'il se passe à Strasbourg et un peu plus largement en Alsace. Et l'Alsace-Moselle a quand même une mémoire très singulière des conflits franco-allemands entre 1870 et 1945. Et il a même été, comme on le voit tout au long de la BD, nazifié, plus qu'occupé, donc nazifié. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette mémoire particulière? Alors, quand j'ai décidé de sauter le pas, de m'attaquer à cette histoire-là, j'ai dit, en fait, je suis né en Alsace, mais je suis de parents français de l'intérieur. Je vais toucher à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Alsace. Il ne faut pas trop que je me rate et que je dise trop de bêtises. Donc, c'est vrai que voilà, je m'attaque à quelque chose qui est important dans l'histoire locale, qui est une histoire encore à vif aussi. Donc, il ne faut pas dire trop de bêtises et puis il faut essayer
des enjeux voilà, auxquels je me suis attaché, qui m'a intéressé, c'était d'essayer de donner une idée de l'ambiance qui pouvait y avoir. Voilà, une ambiance. Alors, c'est un faisceau de faits historiques, mais c'est aussi voilà, une atmosphère, comment les gens parlent, qu'est-ce qui peut se dire, qu'est-ce qui peut ne pas se dire en public, etc. Donc, en fait, ça a été ça, ma difficulté au début de ce à quoi je me suis attaché à répondre, c'était comment est-ce que ça faisait d'être sous le joug nazi en 1940, 41, 42, dans Strasbourg, de quoi ça pouvait avoir l'air. Et alors, j'ai trouvé un bouquin super qui s'appelle « Ma ville à l'heure nazie », qui est un témoignage de Marie-Joseph Bopp, qui est paru en 2014 chez La Nuée Bleue. Et c'est un récit qui est fait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un professeur de latin du lycée Bartholdi à Colmar et qui raconte vraiment la vie quotidienne de la petite ville de Colmar, donc ma ville à l'heure nazie, ce côté-là. Et puis aussi le côté emprise du régime qui se met en place, le côté maîtrise de la population, essayer de corrompre, ou en tout cas de faire participer, de faire manger un bout de gâteau à tous les notables. Allez-y, inscrivez-vous dans le parti, allez-y, prenez des responsabilités. Si vous voulez avoir ce poste, rejoignez-nous, portez un petit pins. Je fais partie du ring maintenant, l'Opfer Ring, je fais partie de telle ou telle association du parti. Voilà, on essaye d'aller chercher les gens, les notables, un petit peu pour mouiller tout le monde aussi, quoi, et puis pour aussi maîtriser la population. Si les notables suivent, eh ben, on va réussir à nazifier tout le monde. Et si tel médecin ou tel professeur suit, ben, voilà, on va s'ancrer. C'était une volonté des nazis de nazifier, de chasser tout ce qui était français, et puis voilà, d'impliquer le plus de monde possible dans le système, dans un souci de maîtrise de la population, et puis d'idéologie, quoi, de mettre tout le monde à l'heure nazie. Voilà. Donc ce document-là, ce témoignage qui est par toute petite touche, aujourd'hui j'ai observé ça, j'ai vu tel document administratif rocambolesque, j'ai vu. Donc voilà, il cherche vraiment à documenter en direct, enfin au jour le jour. Et il tient un journal, quoi. Et en fait, quelquefois il y a 5 lignes, quelquefois il y a 2 pages, et on voit vraiment l'ambiance, justement. Donc ça m'a vraiment débloqué. Et voilà, donc j'ai transposé ce qui se passait à Colmar. En plus, je travaillais à Colmar à ce moment-là, donc c'était particulier de penser, ouais, là il y avait des drapeaux nazis, là, voilà. En plus la couverture, c'est avec une belle photo de Colmar avec des drapeaux nazis. C'est assez troublant d'être dans les mêmes lieux, et puis voilà, de comprendre un peu ce qui se passait dans cette ville à ce moment-là. Et donc, j'ai transposé ça sur Strasbourg. Voilà, et j'ai essayé de rajouter, par exemple, il y a une scène où Alice, elle est dans la rue, il y a un grand défilé. Elle ne veut pas du tout aller au défilé, elle passe dans la rue et elle passe parmi les spectateurs. Et là, il y a une vendeuse de drapeaux nazis, c'est une petite fille, et elle lui dit « Est-ce que tu veux un drapeau ?» Enfin, elle lui présente ses drapeaux, il y a de la musique, on n'entend rien, mais tout est muet. Et donc, elle va être un petit peu forcée d'acheter le drapeau, parce qu'il y a un militaire qui la regarde fixement, qui est juste derrière la petite fille. Et du coup, elle va se retrouver avec un drapeau nazi à la main. Alors, manque de bol, elle va croiser son cher et tendre juste dans la foulée. Donc, c'est un peu raté pour elle. Mais voilà, disons que ce côté ambiance me semblait important à rendre. Et ce document-là m'a permis de m'approcher un petit peu de ce que c'était que le joug nazi, ou le côté totalitaire de l'embrigadement de la population. Voilà, à ce moment-là. J'ai fini. Ouais, j'avais trouvé quelques informations aussi qui montrent la vision du reste de la France, de l'Alsace-Lorraine pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers des articles de journaux. Et
Et ce qu'on retenait, enfin, il y a plusieurs choses, c'est que déjà le reste de la France avait du mal à comprendre la différence entre occupé, annexé, avait l'impression que l'Alsace-Lorraine aurait peut-être des avantages que eux n'auraient pas dans cette période de guerre, et donc les journaux rappelaient beaucoup que non, ils n'avaient aucun avantage et que, bah, qu'au contraire, c'était une situation, bah, comme on a vu, très difficile. Et il y avait beaucoup de peur qui revenait aussi dans ces journaux, de peur des Alsaciens et Lorrains, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi à cause du fait que, bah, il y avait quand même le camp du Struthof aussi qui se trouvait en Alsace, et donc voilà, il y avait cette, présence allemande, partout, l'obligation de parler allemand aussi. Et à la Libération, au contraire, les journaux, enfin, dans cette continuité, les journaux montraient beaucoup la joie des Alsaciens qui se considéraient toujours comme français tout au long de la guerre, mais d'être enfin libérés justement des Allemands. D'accord, merci beaucoup à tous les deux. On va rentrer un peu plus maintenant dans l'œuvre dont on parle un petit peu depuis le début. Donc on l'a dit, Alice Dole, qui est l'héroïne de la BD. Elle travaille comme comptable pour son père, chose qui est quand même peu commune pour l'époque, d'avoir un métier comme ça quand on est une femme. Alors qu'elle sait que les autorités viennent l'arrêter, elle les attend, stoïque. Elle se prend en main ensuite pour son évasion, malgré l'espoir déjà présent d'une éventuelle fin de la guerre qui serait proche. Et puis ensuite, elle va vivre une véritable épopée dans son périple pour rentrer chez elle. Alors, comment est-ce qu'on écrit une héroïne historique dans un média nouveau, que ce soit la BD ou YouTube? Peut-être Justine pour commencer? Ah oui, je peux. Heu, donc comment on écrit une héroïne historique? Ben, je je suis prise de court, je m'attendais pas à commencer. Quelle serait la Bah, pour différence par rapport à un ouvrage académique, par exemple? Oui, bah, moi, la différence, déjà, c'est beaucoup dans le ton puisque j'emploie pas mal d'humour. Alors, c'est vrai que pour les gens de Dame Badass, parfois un peu moins parce que justement, ça me paraît enfin, parfois des portraits, qui me paraissent tellement importants que j'ai pas envie de faire de blagues dessus, par exemple. Mais c'est sûr que j'ai un ton beaucoup plus décalé que dans certains ouvrages académiques, sur ces femmes. Hem Après, moi, j'essaye aussi beaucoup de travailler avec, les images quand c'est possible, et donc pour montrer aussi qui était cette personne. Et donc voilà, pas souvent, c'est plutôt moi face à ma bibliothèque, mais j'essaie de travailler sur, de montrer aussi des illustrations, des images qui montrent ce qu'elle a pu faire, heu, de croiser les sources, d'avoir, par exemple, des témoignages écrits quand c'est possible, selon les personnes dont je parle. Témoignages oraux, bah, ça, j'en ai pas puisque je parle assez peu de personnes, ayant vécu au XXe siècle. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même plus rare. Et bah, voilà, j'essaie de montrer toutes les facettes de leur vie. Après, le but, n'est pas toujours de partir dans la surenchère, de: «Elle a fait ça et ça et ça». Enfin, parfois, j'ai envie de parler de femmes qui ont fait des choses plus simples, mais par exemple, j'avais, fait une vidéo sur, Dido, donc c'est Dido Bell, j'ai un peu son nom de famille. Dido Elisabeth Bell, je crois que c'était ça son nom complet. Mais en gros, c'est une femme, métisse qui a grandi en Angleterre, au XVIIIe siècle, et donc issue d'une famille, noble par son père puisque son père était lord, sa mère était, ancienne esclave, heu et donc elle a vécu une vie assez simple, mais par le fait que son oncle était le plus haut juriste d'Angleterre, elle a eu une influence quand même sur, la façon dont les esclaves, étaient traités en Angleterre parce que son oncle a légiféré là-dessus, et aussi, bah, la façon dont les noirs étaient traités en Angleterre puisqu'étant métisse, elle était quand même, voilà, elle posait la question assez, enfin, c'était assez exceptionnel pour une fille métisse de grandir dans une famille noble anglaise au 18e. Et donc là, c'est on peut pas parler de figure héroïque parce qu'elle a vécu une vie simple, mais par, l'influence qu'elle a pu avoir sur son entourage, là, on peut chambouler les choses. Donc c'est ça aussi que j'aime bien faire, parler de gens qui n'ont pas forcément, fait plein de choses dans leur vie, mais qui ont fait des petites choses qui ont fait avancer l'histoire petit à petit. Parfois, les faits se suffisent à eux-mêmes, Mmh. effectivement. Et Étienne, pour la BD, quelles sont les spécificités auxquelles fait face un auteur pour raconter ce type d'histoire? Alors, je crois qu'on a perdu Ah, Étienne. l'image est figée.
C'est malheureux. Ça, c'est la vallée de Munster qui nous joue un tour malvenu. Ça marchait bien jusqu'ici. Ouais, c'est malheureux. Alors, on va voir si ça se rétablit rapidement. Non, pas tout de suite. Alors. Ah, on vous a récupéré. Est-ce que vous avez pu entendre ma question? Non, désolé. Alors, du coup, c'était toujours sur comment est-ce qu'on écrit une héroïne historique dans un média nouveau. Quelles ont été les spécificités pour vous pour faire une BD, parler d'une héroïne avec le média qui est le vôtre, le médium plutôt. Alors effectivement, ce qui était particulier, c'est que, alors déjà, c'est la grand-mère de mon épouse, et alors du coup, c'est une personne réelle que je vais transformer effectivement en héroïne de BD. Alors ça, c'est assez particulier. Donc je sais que j'ai la famille qui regarde par-dessus l'épaule pour dire bon, est-ce que tu lui fais pas arriver des aventures trop rocambolesques ou trop bizarres, ou elle était plutôt comme ci comme ça. Donc bon, j'ai commencé par interroger la famille pour dire comment est-ce qu'elle était. Moi, je l'ai connue, mais je l'ai connue très vieille femme, et j'ai commencé à travailler 5 ans après son décès sur ce projet, quoi. Donc, j'ai plutôt travaillé en résonance avec la famille qui m'a confié les archives et puis qui a répondu à mes questions sur qui elle était, etc. Puis j'ai pu aussi demander à mon épouse comment est-ce qu'elle était. Donc, il s'est agi pardon, de changer une personne réelle en personnage de BD, mais donc en étant bordé par la famille. Donc voilà, je suis parti aussi de son récit. Et ce qu'il y a de bien dans son récit, c'est que c'est un récit, alors il n'est pas tout à fait à la première personne, mais on sent quand même, elles ont été interviewées par cette abbé qui voulait faire un récit précis de ce qu'elle voulait. Et on est proche de ce qu'elle pense dans le récit, donc on est proche de ce qui se passe en elles, de ce qu'elles pensent, de ce dont elles ont peur. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé pour donner une épaisseur à ce héros-là, à cette héroïne-là. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de construire un groupe d'héroïnes. C'est-à-dire qu'elle va avoir des relations avec sa sœur, déjà, donc elle est dans l'équipe avec sa sœur, sa petite sœur qui a 2 ans de moins qu'elle. Et donc, il y a cette relation avec sa sœur. Il y a une relation aussi avec la première de l'équipe, la chef d'équipe, donc Lucienne, et qui est une relation assez, enfin, que moi j'ai donné comme fusionnelle. C'est vrai que ça, c'est les lettres qui m'ont un petit peu aiguillé sur cette partie-là. Elle lui écrit quand elle est infirmière aux armées, elle dit qu'elle compte bien la revoir, etc. Et du coup, voilà, il s'est agi de construire un petit peu ce côté, je vais faire tout d'un coup dialoguer des personnes, ça c'est écrit nulle part. Et donc ça, c'est mon boulot d'auteur, de changer cette matière historique ou narrative quand même. Déjà, voilà, on a fait ça, on pensait ça. J'ai dû le changer en scène dialoguée, quoi. Donc, il y a une partie écrire des dialogues, faire éventuellement des amitiés, des inimitiés dans l'équipe, des gens qui ne peuvent pas se blairer, puis enfin voilà, ce côté groupe humain réaliste dans ce sens où il y en a qui s'apprécient, il y en a qui ne s'apprécient pas. Je ne voulais pas que ce soit tout rose dans l'équipe même. Et puis, donc, ces scènes de dialogue. Et puis, je partais d'un document écrit, et ça, c'est spécifique à ce média-là, et puis aux médias, par exemple, le cinéma. On passe de l'écrit à l'image. Donc là, il y a tout un pan qui est la mise en scène. Comment est-ce que je vais raconter telle ou telle scène. Et donc, par exemple, j'ai déjà écarté un certain nombre de scènes où je n'avais pas assez de doc. Par exemple, tout ce qui est à un moment, elles sont enfermées au camp de Schirmeck, qui est un camp de sûreté, un camp de redressement en fait, des Alsaciens récalcitrants, et où elles font leur période entre le moment où elles sont interrogées par la Gestapo et le procès, donc toute leur détention provisoire, elles font 9 mois à Schirmeck. Ça, j'en parle pas, enfin, je le montre pas à l'image, mais je vais choisir plutôt de recommencer. Donc, je fais une ellipse, je montre comment est-ce qu'elles sont arrêtées, et puis je reprends 1 an plus tard, elle est déjà au centre de l'Allemagne, elle a déjà été jugée, et par un flashback finalement juste en voix off, elle va nous raconter en quelques pages, voilà, cette année qui s'est passée, parce que je n'avais pas assez de documentation sur Schirmeck, et puis surtout, j'avais tous les Alsaciens qui, eux, en avaient, qui, eux, avaient connu des gens qui étaient présents à Schirmeck,
qui me serait tombé sur le dos en me disant attention, c'était pas comme ça. Donc voilà, moi je me sentais pas assez fort sur le côté Schirmeck, donc j'ai dit ok, je reprends l'image, je fais une ellipse, je reprends l'image sur Ziegenhain, la prison dans le centre de l'Allemagne, qui était une prison civile et pas un camp de concentration ou quoi, c'était une prison, et voilà, j'étais un peu plus à l'aise pour parler de ça, donc il a fallu passer de l'écrit à l'image. Et donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur Internet, ou alors des films qui parlent justement de la détention sous les nazis. Moi, par exemple, je suis beaucoup parti de Robert Bresson, un film qui s'appelle Un condamné à mort s'est échappé. C'est quasiment un film muet où il y a un condamné à mort qui s'évade d'une prison de Lyon. Et donc voilà, ça m'a permis de pas mal me documenter, même si voilà, c'est à nouveau une translation. Je parle de la prison de Lyon et puis je rajoute des photos d'une cellule de Fresnes, de la prison de Fresnes en France. Voilà, j'avais pas de photos de l'intérieur de la prison de Ziegenhain. Donc voilà, il a fallu faire du composite. Et ça, c'est un peu le jeu en bande dessinée. Et puis quand on veut passer d'un fait historique à de l'illustration, à un moment, il faut faire des arbitrages, quoi. Je sais que c'était aussi une problématique qu'avait Jacques Martin quand il faisait Alix. Voilà, l'Antiquité, c'était un gros pari à chaque fois de passer à l'image une ville comme Rome ou quoi. Donc voilà, c'était aussi dans ces problématiques-là que se situait le travail de mise en scène. Voilà, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais je crois avoir répondu à peu près. Voilà. Oui, oui, vous avez répondu. Je vais rebondir justement sur ce que vous avez commencé à glisser un petit peu parce qu'effectivement, on a parlé jusqu'ici beaucoup d'Alice elle-même, mais il y a beaucoup de femmes en fait dans Tête de Mule, que ce soit dans le réseau Pur Sang qui est presque exclusivement féminin, enfin il y a quelques hommes, mais c'est presque que des femmes, ou que ce soit même lors de la captivité d'Alice quand elle se retrouve avec par exemple d'autres résistantes. Ou même des femmes qui sont en captivité parce qu'elles ont des relations avec des soldats français, par exemple. Ou même Charlotte qui recueille Alice pendant son évasion chez elle. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette solidarité féminine qui s'est mise en place pendant la guerre? Alors, en fait, ouais, donc en lisant cette question, je me pose la question de cette solidarité féminine. Est-ce que c'est réellement parce qu'elles étaient des femmes qu'elles se sont mises ensemble? En fait, je pense que le contexte social et culturel fait qu'à 21, 25 ans, les femmes, à ce moment-là, en 1940, elles sont en relation avec d'autres filles. Et pas forcément, si elles sont en relation avec des hommes, c'est que soit elles sont fiancées, soit elles sont déjà mariées, soit c'est de la famille. Disons que là, c'était beaucoup l'occasion en fait d'activités de scoutisme qui les a mises ensemble avant le conflit. Donc elle fait du scoutisme, du guidisme depuis 1930. Et donc c'est une camaraderie de filles qui s'est mise en place avant la guerre. En 1938, Alice prend bien note, elle dit attention, en 1938, en Autriche, quand les Allemands ont fait l'Anschluss, là, le scoutisme a été interdit, donc elle prend bien note de ça et elle se dit que si jamais un jour les Allemands arrivent jusqu'à Strasbourg, certainement que ça continuera dans la clandestinité puisque le scoutisme sera interdit. Voilà, donc tout est en place pour que ça se passe entre filles, en fait. Quand elles constituent l'équipe, là, dans ce que je montre, dans le dialogue que je montre, elles disent, donc Lucienne et Alice disent, je pense à quelqu'un, et en fait, elles pensent à des filles qui sont proches d'elles, en qui elles ont confiance. Ça aurait pu être un frère aussi. Il y a quelques hommes qui tournent autour de l'équipe, donc qui leur filent des coups de main. Il y a un copain scout là, qui leur montre un passage à travers la montagne. Il y a un agent de police qui fait sortir des tampons d'une gendarmerie, voilà, qui leur rendent service, mais c'est vraiment un truc entre elles, une relation forte effectivement de solidarité féminine, mais je pense que c'est aussi le contexte qui a fait que c'était que des filles. En prison, effectivement, c'était une prison de femmes et elle a été mise en présence de
prisonnières de droit commun. Donc effectivement des Franzosenliebchen, là, donc des filles qui avaient couché avec des Français ou qui étaient en couple avec des Français et c'était interdit, des personnes qui avaient fait du marché noir ou alors des bandits, quoi, enfin des dames, voilà, comment on dit, enfin, voilà, des dames de droit commun, quoi, des prisonniers de droit commun. Et c'est intéressant parce que ces personnes-là qu'elles croisent en prison, elles finissent leur peine avant Alice. Il y a 2 codétenus qu'elle va retrouver après quand elle s'évade. Elle a pris leur adresse. Si jamais tu sors et que tu as besoin, et bien donc elle va réussir à rejoindre 2 de ses filles et à faire une semaine de pause, à se remplumer parce qu'il y avait un régime de famine important et elle ne devait plus être très en mesure de faire des longues routes. Donc elle arrive en train chez l'une des filles, elle peut se reposer, puis chez une autre, et enfin chez cette Charlotte qui est effectivement une amie de Strasbourg et qui, elle, était prof, et donc les profs alsaciens, on les invitait chaleureusement à prêter serment au Führer, et puis après, une fois qu'elles étaient rétablies dans leur fonction de fonctionnaire du Reich cette fois, et ben on les envoyait en Allemagne, loin de l'Alsace, pour qu'elles soient bien contrôlées, elles soient bien sous contrôle et qu'elles ne fassent pas de contre-projets, voilà, vu qu'elles avaient sous leur férule des enfants. Il faut laisser les enfants entre de bonnes mains pour les nazis, et du coup on envoie les professeurs alsaciens, anciennement français, dans le Reich pour qu'ils soient bien encadrés. Voilà, mais effectivement, elle va faire confiance tout au long de son récit, tout au long de ses aventures, à des femmes, donc soit dans l'équipe, soit des codétenus qu'elle a connus en prison, soit cette Charlotte. Elle fait aussi confiance à quelques hommes, mais essentiellement, elle a des relations avant-guerre et puis pendant la guerre avec des femmes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter. De mon côté, c'est tout. Justine, je ne sais pas si vous souhaitez… Pour cette question-là, j'avais pas grand-chose à rajouter. Non, je pense qu'il y a… D'accord, donc intéressant de voir qu'il y a aussi une explication de par la société dans son ensemble, peut-être même avant une volonté sur l'organisation entre femmes. Donc les femmes qui s'organisent, mais pour autant, on voit qu'il y a quand même des vrais biais sociaux. On est en 1942. Quant à leur engagement. Par exemple, comme vous l'expliquez dans la BD, Étienne, il est inconcevable pour les nazis qu'elles soient à l'initiative d'un réseau de résistance. Et le peu d'hommes qui sont dans le réseau, qui gravitent autour, ils seront condamnés plus sévèrement par le tribunal que quelque part le noyau dur de jeunes filles. Alors, une autre réplique qui a attiré mon attention, c'est celle de vraie jeune fille, le terme de vraie jeune fille employé par la voix off d'Alice, si on peut dire. C'est quoi être une vraie jeune fille en 1942? Alors, du coup, deux questions. Alors, je vais commencer par la vraie jeune fille. C'est effectivement tiré, alors je pense, c'est même dans mon petit livre rouge là, que je vous ai montré tout à l'heure. Nous étions fiers de montrer aux évadés de vraies jeunes filles pleines de foi. Voilà, c'était ça la phrase complète. Et que veut dire vraie jeune fille? C'est effectivement Alice qui pense ça. Enfin, qu'est-ce que Alice entend par vraie jeune fille? Et alors, voilà, moi je pense que ce qu'elle pense, c'est des jeunes filles qui n'ont pas froid aux yeux, qui ont du courage, des jeunes filles qui ont des valeurs qui seraient alignées sur ces valeurs à elles. Donc, donner protection à protéger mon prochain, une foi éventuellement, la foi catholique, la foi en Jésus-Christ, voilà, et puis du patriotisme. Voilà, c'est ça un petit peu ce qu'elle entend par vraie jeune fille, je pense, à ce moment-là. Donc c'était un petit peu des filles qui n'ont pas froid aux yeux, et puis à la fois des filles, je ne sais pas, bien éduquées ou avec des valeurs fortes et voilà, qui leur permettent d'être bien dans leur peau, bien dans le monde, etc. Et puis voilà ce qu'elle entend par vraie jeune fille. Après, moi, ça c'est un peu ce que je vous réponds aujourd'hui avec mes yeux de 2020, en ayant un petit peu lu, en ayant un petit peu connu Alice par les archives et puis par ce que m'en disait la famille. Voilà ce qu'elle entendait certainement par vraie jeune fille. Et alors, sinon, sur l'autre partie de la question, c'était…
Il est inconcevable voilà, pour les nazis. Donc, pendant le procès, votre première question, c'était effectivement, il semble que les nazis étaient plus sévères avec des hommes qui ne faisaient pas tout à fait partie de l'équipe, mais qui gravitaient autour. Donc, il y a cet agent de police qui faisait sortir des tampons. Il y avait un deuxième personnage voilà, qui a rédigé un rapport sur l'état des forces en Alsace, donc un résistant, mais qui ne faisait pas à proprement parler partie de cette équipe, qui tournait autour, qui était en relation, qui a été attrapé en même temps. Et effectivement, je me suis dit ça, et puis c'est Alice aussi qui le dit plus tard en interview. Là, en 2001, elle donne un interview pour la télé, et elle dit ça, elle dit ils ont pris cher, ces deux hommes, ils ont pris la peine de mort. Il y a eu 5 peines de mort prononcées, dont 3 femmes, la chef d'équipe à proprement parler, 2 autres femmes pour une affaire qui était proche, mais plutôt sur Wissembourg, qui a été reliée à l'affaire de Strasbourg, 2 femmes à nouveau, et puis 2 hommes, parce que quand même ça faisait mal effectivement aux nazis, à ce grand tribunal qui est un tribunal d'exception, un tribunal qui a aussi jugé par exemple plus tard les personnes qui ont fait un attentat contre Hitler en 1944. Et donc, c'était un tribunal important, et ça faisait un peu mal que ce soit juste des jeunes filles qui, au nez à la barbe, pendant 1 an et demi, au nez à la barbe de tout le monde, ont pu faire évader 200, 150, 300 prisonniers de guerre. Les nazis ne savent pas exactement, mais voilà, ils disent au moins 60, et puis voilà, on ne sait pas exactement. Mais voilà, ça leur faisait un peu mal que ce soit juste des jeunes filles qui aient monté ça toutes seules. Et donc, effectivement, ça permet à Alice et à sa sœur, par exemple, d'avoir que 8 ans de détention, ce qui est tout de même pas mal. Mais ce qui fait qu'il y a 2 condamnations masculines, condamnations à mort. Voilà, et donc c'était un peu intolérable pour les Allemands d'avoir que des filles. Voilà. Justine, pourtant à ce moment-là, on est après la Première Guerre mondiale, qui ont, si on peut dire, tenu l'arrière en grande partie. Comment ça se fait que la vision de ce que peut faire une femme soit encore un petit peu biaisée comme ça? Ben, contrairement à la Première Guerre mondiale, où il me semble qu'après la guerre, quand même, après la Première Guerre mondiale, il y a déjà un assez fort retour en arrière, où on a tendance à dire aux femmes, bon, maintenant, il faut retourner à la maison. Là, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en tout cas en partie sous le régime de Vichy, enfin la France est en partie sous le régime de Vichy, qui est assez traditionnaliste. Et ce qu'on met beaucoup en avant pour les jeunes filles de 1942, ben, c'est l'amour de la patrie, un rôle féminin traditionnel de rester à la maison. On n'encourage pas du tout, par exemple, le travail des femmes à cette époque-là. Être célibataire est mal vu aussi, parce que voilà, c'est suspect. Donc les femmes célibataires sont parfois un peu surveillées. Et donc pour les femmes qui restent à la maison, il y a une assez forte attente, solitude pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur rôle principal, c'est aussi de veiller au ravitaillement de la maison. Donc, comme il y a des rationnements, s'assurer qu'on pourra avoir à manger, des fournitures, des habits. Et pour les femmes qui s'engagent à l'encontre de tout ça, parce qu'il y a forcément des femmes qui participent à la résistance, on en retrouve à tous les niveaux, que ce soit au niveau armé, niveau justement là, aider aux évasions. Mais elles restent quand même en majorité aussi dans des rôles un peu plus féminins, même si, comme j'ai dit, il y a des résistantes à tous les niveaux. On retrouve beaucoup de femmes résistantes qui sont par exemple agents de liaison, ou qui s'occupent du ravitaillement des maquisards, des autres résistants, ou qui accueillent ou aident à évader des prisonniers ou des fugitifs. Mais c'est là qu'elles sont en majorité. Un peu moins dans tout ce qui est sabotage, espionnage, même si évidemment il y en a. La grande majorité se retrouve dans des rôles qu'on attribue un petit peu plus aux femmes quand même. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. On va vous poser une dernière question, et après on passera aux questions du public. Donc je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions dans le chat, et que je pense que les intervenants se feront un plaisir de répondre. Donc moi, j'aimerais revenir un petit peu
sur la représentation des femmes dans la culture populaire, puisque vous êtes, Étienne, vous êtes dans la bande dessinée, et puis Justine, vous êtes sur YouTube. On a l'impression que la démarche des Pur Sang, elle reposait pas tellement sur les droits des femmes, même si elle n'avait aucun problème à se comporter au sens de l'époque comme les hommes, entre guillemets, en s'engageant, que sur vraiment des convictions politiques et un refus de plier face au nazisme. Et donc, c'était pas tellement une histoire de je suis une femme, donc je vais faire autant qu'un homme. C'était je vais m'engager contre le nazisme, point. Et est-ce que vous, de votre point de vue, c'est toujours féministe de parler des personnages historiques féminins, ou est-ce que c'est simplement parler d'histoire au sens large, puisque on sait que les femmes y ont largement contribué? Alors, je veux bien commencer, je ne sais pas. Pour moi, parler d'histoire des femmes, donc il faut faire la différence entre histoire des femmes et histoire du féminisme, bien sûr. L'histoire des femmes n'est pas l'histoire du féminisme, mais l'histoire du féminisme fait partie de l'histoire des femmes. Et l'histoire des femmes, pour moi, ça reste féministe, dans la mesure où déjà, c'est un courant historique qui émerge grandement à partir du militantisme féministe dans les années 60 et 70, plutôt en France. Et donc, à la base, ce sont beaucoup des militantes qui deviennent historiennes et qui essayent de développer ce sujet. Donc, pour cette raison, déjà, pour moi, c'est à la base il y a à la base une dimension féministe. Et pour moi, ça l'est encore parce que l'histoire des femmes rencontre, surtout à l'époque, et de moins en moins, mais continue de rencontrer quand même des résistances. Que ça soit au niveau des institutions, là, de moins en moins, au niveau des mentalités, où on a tendance à se dire que on n'a pas besoin de faire l'histoire des femmes, puisque l'histoire est déjà globale, alors qu'on se rend compte que c'est faux. Enfin, dans les sources, dans le traitement des deux sujets, on se rend compte que l'histoire est restée pendant très longtemps une histoire des hommes, ou du moins du point de vue des hommes, et que du coup, même si on pensait parler dans une globalité, les femmes étaient assez effacées des études. Et donc aussi une résistance du point de vue du public qui pensait que, voilà, que cette histoire des femmes n'était pas légitime. J'avais vu par exemple des témoignages, parce que j'ai fait une vidéo sur l'histoire des femmes récemment, des témoignages d'historiennes qui disaient que leurs étudiants, ça les énervait quand on commençait à parler d'histoire des femmes, parce qu'ils disaient bon, quand est-ce qu'on revient à la vraie histoire maintenant? Alors, pourquoi elle nous parle de féminisme, celle-là, cette espèce de, je sais plus, de militante bolchevique, enfin je sais plus ce qui ressortait comme témoignage, mais ça partait un peu dans tous les sens. Et donc pour moi, ça reste féministe de faire de l'histoire des femmes, parce qu'il y a encore toute une démarche d'éducation, de devoir expliquer pourquoi c'est important et pourquoi ça a eu besoin d'émerger à côté de l'histoire soi-disant globale. Et en plus, l'histoire des femmes, par exemple, a permis l'émergence aussi de l'histoire des hommes, puisqu'à partir du moment où on se rend compte que l'histoire de base n'était pas complète, et à partir du moment où on commence à créer une histoire des femmes, il y a aussi une histoire des masculinités et de toutes les questions que ça soulève qui se développent. Donc l'histoire des femmes a aussi permis de faire évoluer ça. Donc voilà, pour moi, Fais les gentes dames badass, tout ça, ça reste du féminisme, parce que moi aussi, je me définis comme féministe, et parce que c'est un courant historique qui reste féministe à mes yeux. Et alors, moi, pour répondre à la question, est-il toujours féministe de parler de personnages historiques féminins? Moi, j'en sais rien. Ce que j'ai fait, c'est que je suis parti de cette histoire parce qu'elle m'a intéressé, et que cette histoire, je l'ai trouvée romanesque dès le début. Et c'est surtout une histoire, ce qui m'a donné envie, c'est cette personnalité d'Alice. Et son courage. Donc voilà, c'est plutôt du couragisme, j'avais envie de répondre. Mais effectivement, c'est une histoire avec beaucoup de femmes. Moi, ce n'est pas la première fois que je traite une histoire de femmes. C'est déjà ma deuxième BD de suite sur une femme. J'ai fait une BD sur ma grand-mère en cuisine. Auparavant, ça traversait du XXe siècle côté cuisine. Voilà, et puis c'est aussi un personnage de caractère. Et donc ça, c'est le point commun. Et je pense que c'est ça ce qui m'a attiré, surtout dans ce personnage d'Alice Dole. C'est aussi, tout comme ma grand-mère, c'est un personnage avec un fort caractère. Voilà, elles ont beaucoup de points communs, ces deux héroïnes qui se suivent dans ma
bibliographie à moi dans ma production. Mais effectivement, après, oui, pourquoi pas une histoire féministe si cette histoire n'a pas encore été racontée et à cause du fait que c'était des femmes, ou si cette histoire n'est pas connue à cause de ça, parlons-en. Effectivement, cette histoire n'avait jamais fait l'objet d'une bande dessinée ou d'un film. Elle avait déjà été racontée un petit peu en livre écrit. Voilà, mais donc, moi, c'était principalement l'intérêt pour l'histoire et pour ce personnage, pour ces personnages-là, parce qu'elles avaient toutes du courage. Et l'admiration pour leur courage, un courage que moi, en tant qu'homme, par exemple, moi, j'aurais jamais eu, mais même en tant qu'humain, simplement, je crois pas que j'aurais été dans l'équipe des pur sang. Mais donc, je suis content de pas vivre cette période-là, mais de pouvoir raconter cette histoire-là. Et l'idée, moi, c'est plutôt de présenter cette histoire-là, de présenter cette histoire de courage et d'engagement-là dans notre période aujourd'hui, ouais, pourquoi pas, pour éventuellement donner envie à des gens de s'engager, et pourquoi pas sur le côté féministe, mais voilà. Et je terminerai juste en disant que Alice, elle, effectivement, Justine, tu disais que c'était surtout à partir des années 60-70 le mouvement engagé féministe, enfin, ou les militantes. Alice s'est jamais présentée comme féministe. Mais par exemple, juste après la guerre, on l'a invitée, pour la première fois qu'elle avait le droit de vote, à voter aux élections municipales à Strasbourg. Et elle a eu l'occasion de voter pour elle-même puisqu'elle s'est présentée. On l'a invitée sur une liste, la liste qui a été élue. Et donc, elle est devenue conseillère municipale. Et bon, elle a estimé au bout d'un an et demi qu'elle faisait partie d'un aéropage masculin et qu'elle était juste la caution féminine. Et donc, au bout d'un an et demi, elle a dit « Ok, je rends mon tablier, merci les gars, vous me mettez un rôle de potiche, ça ne me va pas ». Et elle est restée très, très engagée. Elle a fait partie de l'UFCS, une union des… Alors, je ne sais plus quel est exactement le sigle, mais c'était de la promotion féminine, une grande association nationale qui invitait les femmes à prendre des postes à responsabilité, quoi. Voilà. Donc, elle a été très engagée là-dedans. Elle a été longtemps après la guerre très, très engagée sur ces questions-là. Et elle ne s'est jamais dite féministe, mais en fait, oui, elle l'était réellement, quoi. Mais pas féministe au sens, disons, où on l'entend aujourd'hui, peut-être, mais voilà, en tout cas, elle était intéressée par faire émanciper les femmes et puis faire accéder les femmes à des postes plus hauts parce qu'il n'y avait pas de raison du tout qu'il y ait une différence telle. Voilà, c'est tout. Très intéressant, merci. Alors, on va passer aux questions du public. Une première question de Clément qui n'a pas une assez bonne connexion pour la poser lui-même, mais que je vais vous relayer. Première question plutôt pour Étienne. Comment est-ce que vous avez travaillé l'aspect graphique de la BD vous l'avez un petit peu effleuré, mais entre la nécessaire historicité, le réalisme, et puis le besoin d'avoir une imagerie impactante, quelque chose qui parle au lecteur. Comment on fait l'arbitrage entre ces deux choses? Alors, effectivement, il s'agissait, donc dans mes intentions de départ, voilà, j'avais un peu imaginé un style assez, pas cartoonesque, mais éventuellement un peu comme Spirou. En fait, il y a eu quelques Spirou là, qui sont parus assez récemment, là, dans les 10 dernières années. Et sur Spirou, pendant la Seconde Guerre mondiale, justement, et ce côté dessin grand public, école franco-belge, m'intéressait pour parler de cette période où, au contraire, c'était souvent traité de façon hyper réaliste ou en noir et blanc. Voilà. Et donc ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, par contre, j'ai eu tout de suite des réponses d'éditeurs qui me disent non, mais la Seconde Guerre mondiale, c'est du réalisme, il faut vous y faire. Donc voilà, moi, je suis quand même parti sur quelque chose situé du coup entre les deux, entre le côté cartoon, et donc ce qui reste, c'est le nez d'Alice, qui a un nez assez long. Ceux qui voudront voir pourront voir sur Internet, il y a quelques images, donc, ou ceux qui l'ont déjà vu. Mais donc il y a un petit côté cartoon, il y a quelques gags, mais avec un côté, je suis beaucoup aussi parti de photos pour me documenter, donner une assise assez historique, et puis une assise assez crédible aussi. Je suis parti de beaucoup de photos anciennes de Strasbourg, mais ça permettait, le dessin permet en fait de
de truquer un peu les choses en prenant par exemple des images de 1900, des photos de 1900, jusqu'à des photos de 1950 pour avoir, par la magie du dessin, une seule et même vue de Strasbourg, une vue d'auteur, quoi. C'est pas tout à fait une vue très historique ou très réaliste. Les gens qui habitent Strasbourg peuvent se perdre. Et ça, mon éditeur m'avait dit, ah, tu fais pas comme dans Taxi, ça se passe à Marseille. Et ben en fait, le trajet qu'il fait en taxi, c'est pas possible. Il passe un moment sur le port, etc. Et en fait, bon, moi, j'ai dit oui, mais j'ai pas fait oui. J'ai fait un petit peu ma sauce de Strasbourg. Moi, l'ambiance de Strasbourg, c'était plus important. Et puis, j'avais, par rapport à ma BD d'avant, où c'était un petit peu un dessin jeté, j'avais envie d'avoir plus de décor, voilà, pour répondre à la question sur l'aspect graphique, d'avoir un décor un peu plus fourni, un peu plus, voilà, plus appliqué au niveau de la mise en couleur et puis au niveau des ambiances colorées, voilà, me faire un peu plaisir sur ce côté-là. Et puis aussi donner plus envie à plus de lecteurs, parce que j'ai observé que ce style un peu plus jeté ne m'avait pas forcément porté chance en librairie. Donc, j'avais envie de tester qu'est-ce que ça donne si je m'applique un peu plus à des beaux petits décors. Donc, il y a des décors naturels quand elles sont dans les Vosges ou des décors de Strasbourg qui font un clin d'œil un peu aux Strasbourgeois et puis à ceux qui aiment voir des beaux décors en bande dessinée. Voilà pour l'aspect graphique. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une deuxième question qui s'adresserait plus à Justine de France. Et Jeanne Morel peut la poser en audio, si je ne m'abuse. On te laisse la parole, Jeanne. Oui, donc ce serait plus une question du coup pour Justine de France, comme tu l'as dit, Martin. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence, c'est hyper intéressant. Voilà, c'était plutôt une question par rapport à votre rôle de youtubeuse et du coup, vous faites plutôt des contenus d'histoire. Comment est-ce que vous pouvez, comment est-ce que du coup vous affirmez votre place sur YouTube, alors que les domaines un peu plus sérieux sont dominés par les hommes, sachant que la majorité des femmes font quand même des vidéos plus beauté ou recettes ou autres. Voilà, comment est-ce que vous vivez cette place de youtubeuse? Ouais, il y a quand même pas mal de femmes qui font du contenu scientifique, historique, culturel dans tous ces domaines. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus d'hommes dans tous les domaines de la vulgarisation. Enfin, c'est pour ça que je parle de vulgarisation. Ça peut englober histoire, culture, sciences, art, et contrairement à tout ce qui est YouTube, beauté, gaming ou autre. Dans le domaine de la vulgarisation, donc, on est quand même pas mal de femmes. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube, c'était il y a à peu près 5-6 ans, je ne m'étais pas posé la question à ce moment-là de cette spécificité d'être une femme sur YouTube. Assez rapidement quand même, j'ai commencé à en discuter à mesure que je rencontrais d'autres youtubeurs et youtubeuses, et on avait créé un petit groupe de discussion entre femmes pour aussi bien discuter de ces enjeux problématiques, que se partager des astuces ou proposer des collaborations, par exemple. Et ce qui ressortait de tout ça, comment affirmer sa place, effectivement, bon, souvent on peut avoir un peu moins de vues, on n'est pas dans les plus renommés selon les domaines. Bon, en histoire, celui qui est le plus connu évidemment, c'est Nota Bene, même s'il y a, il y a beaucoup de youtubeurs. Il y a quand même en tout cas dans le domaine historique que je connais, une assez bonne entraide et bienveillance. Par exemple, Nota Bene, justement, m'a souvent mise en avant. Une fois sur Twitter, une fois il avait fait une vidéo, il présentait des femmes vidéastes et j'étais dedans. Donc il y a quand même une assez forte volonté de beaucoup de youtubeurs de renverser la balance et de faire en sorte que tout le monde soit visible. Au niveau de la réception des vidéos aussi, on a quand même des petites différences vis-à-vis, par exemple, des commentaires où, en tant que femme, on a beaucoup plus souvent des jugements sur notre physique, notre apparence. On va prendre soin d'être bien présenté quand on va lancer la vidéo, parce que les mecs peuvent lancer une vidéo d'histoire en ayant juste un t-shirt et en étant mal coiffé, mais nous, par contre, on aura beaucoup plus de commentaires négatifs si on fait ça. Et je pense que moi, j'essaie d'en tenir compte le moins possible. Alors, il se trouve que je fais aussi des vidéos sur l'histoire des femmes, donc forcément, je vais avoir
cette petite connotation, j'aurais pu me contenter de vidéos uniquement médiévales puisque c'était ma passion première et ma spécialité. Euh, et dans ce cas-là, ça aurait été un contenu beaucoup plus neutre. Là, puisque je fais de l'histoire des femmes, bah, forcément, c'est un peu plus orienté ce que je me suis mise à faire. Mais je l'affirme en continuant ce que je fais et en censurant parfois quand même les commentaires. Ouais, j'ai pas mal recours à la censure. Parce que bah, moi, ça peut me toucher, me faire du mal parfois, et je me dis que certaines personnes qui lisent les commentaires, ça peut leur faire du mal aussi de lire ça, donc je préfère les supprimer tout simplement. Et voilà, en continuant, quoi, et en portant mes sujets. Par exemple, j'ai été très agréablement surprise de ma vidéo sur l'histoire des femmes, où je m'attendais à avoir plein de commentaires négatifs sur l'inutilité d'une telle vidéo et d'un tel courant. Et j'avais même prévenu en début de vidéo en disant cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui râlent dans les commentaires. Et au final, j'ai eu une très très bonne réception. Alors bien sûr, il y a eu des commentaires négatifs, mais soit le titre a fait fuir directement tous les gens qui auraient détesté le contenu, soit voilà, les gens sont beaucoup plus bienveillants que ce à quoi je m'attendais. Donc ça m'a fait très plaisir. Ben, merci beaucoup. Je crois que Paul a une question aussi. Ah, Jeanne vous répond Justine, dans Oui, le chat aussi. J'ai pas vu cette vidéo en particulier. Il faudra que je regarde du coup. Paul, du coup, je t'invite à poser ta question en allumant ton micro si c'est possible pour toi. Oui, c'est possible. Du coup, bonsoir à tous. Je voulais d'abord vous remercier pour cette conférence qui est effectivement très intéressante. Je vais vous demander ce que vous pensez du fait que l'on va peut-être vers une disparition de la multiplicité des mémoires, notamment de la résistance, donc à laquelle participe bien évidemment votre ouvrage Tête de Mule. Et donc, pensez-vous qu'on va vers une uniformisation de la mémoire de la résistance au niveau national, donc? Ça, moi, je suis pas trop au fait de ce qui se dit au niveau de la scène historique nationale. Effectivement, un des enjeux, moi, je l'ai constaté par ce projet-là. C'est vrai que je me suis intéressé à l'histoire d'Alice 5 ans après sa mort. C'est un peu bête, mais j'avais plein de questions à lui poser à propos de son mémoire, là, donc de son récit. J'aurais eu plein de questions vraiment très bêtes, des petits points de détail et tout. Et c'est vrai que ça aurait nourri mon récit et ça l'aurait épaissi d'autant plus. Et voilà, j'aurais eu des réponses là où il y a des petits trous noirs et où j'ai dû inventer, voilà. Alors j'ai pu interroger une autre membre de l'équipe dont j'ai pas parlé ce soir et qui s'appelle Marcel Engelen. Marcel Faber, elle s'appelait à l'époque, elle s'appelait Marcel Engelen. Elle vit près de Grenoble. Et donc Marcel, j'ai pu lui parler. Elle m'a reçu chez elle et puis ça a été très précieux pour ce côté justement. J'en parlais tout à l'heure. Ambiance dans l'équipe, les personnes qui s'aimaient bien, qui s'aimaient pas, voilà les bisbilles entre les gens. Donc ça m'a permis d'avoir un récit plus profond et plus vrai, quoi. Moi, c'est vrai, voilà, j'aurais rajouté des petits événements éventuellement entre les gens, mais je me doutais pas, par exemple, qu'elle m'a parlé d'une inimitié dans l'équipe. Là, bon, je vais pas développer plus que ce qui est fait dans la BD, mais voilà, c'est des choses qui sont encore importantes pour elle aujourd'hui. Et ça, une fois qu'on n'aura plus les témoins directement, c'est effectivement une mémoire qui se perd. Après, voilà, je pense que Justine, tu dois plus être au courant de ce qu'on dit sur justement la perte des derniers témoins, etc. Et c'est plus des problématiques que tu dois connaître mieux que moi. Voilà. Bah, pas tant que ça, parce que comme je disais, moi je suis médiéviste à la base et de plus en plus spécialisée en histoire des femmes, donc la raison pour laquelle je suis ici ce soir. Mais par contre, l'histoire contemporaine et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Donc oui, à moins de parler du fait que les derniers témoins disparaissent, ce qui va forcément modifier la mémoire de la résistance qu'on aura, puisqu'on n'aura plus de témoignages directs. Non, j'ai pas vraiment de réponse à cette question du coup. D'accord. C'est vrai que, en tout cas, moi qui suis un Français de l'intérieur, comme on dit, j'avais pas eu tout conscience avant d'arriver ici et de m'intéresser à toutes ces choses qu'il y avait des aussi grosses disparités entre le vécu de différentes régions françaises.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'appelle les jeunes Européens fédéralistes, donc il y a peut-être quelque chose à voir en termes de système politique où les programmes d'histoire sont faits à Paris. Je ne sais pas. Je pose la question. Peut-être une autre question qui a été à peine effleurée. Quelle est la place de la foi dans l'action du groupe des Pur Sang? Est-ce que c'est un facteur très motivant? Et aussi, je ne sais pas si c'est des questions sur lesquelles vous êtes documenté, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette divergence lors de la Seconde Guerre mondiale entre l'Église catholique depuis 13 officiellement neutre, voire même parfois complaisante? On sait que le Vatican a aidé notamment des officiers nazis à pouvoir refaire leur vie en Amérique du Sud notamment, et puis l'action de nombreux ecclésiastiques et fidèles catholiques sur le terrain qui avaient une attitude tout à fait différente. Peut-être Étienne pour commencer? Alors, dans l'histoire spécifique des Pur Sang, c'est vrai que la dimension de foi, c'est quelque chose de très important. Moi, voilà, j'ai pas pu faire sans en parler. Alors, je sais que c'est pas forcément un truc hyper vendeur pour vendre mon bouquin, notamment à des éditeurs qui seraient éventuellement rebutés par ces questions-là. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu faire autrement. C'est vrai que c'était un des moteurs. Il y avait le patriotisme, mais il y avait aussi la foi et notamment l'aide au prochain en difficulté, aider mon prochain dans les difficultés. Et puis, il y avait le guidisme qui est aussi un mouvement pas religieux, mais un mouvement confessionnel. Voilà, on dit. Et effectivement, il y a des temps de célébration chez les guides de France, qui sont maintenant les scouts et guides de France. Il y a toujours une dimension confessionnelle, même si c'est ouvert à tous. À tous les courants religieux ou aux personnes athées, hein, mais voilà, c'est toujours une association confessionnelle. Et alors cette dimension religieuse, voilà, c'est quelque chose qui était ancré pour le cas d'Alice avant la guerre. C'était déjà quelqu'un de religieux. Voilà, à 21 ans, comme on peut éventuellement l'être à cet âge-là. Et je pense qu'en plus, la guerre, ces dangers, toutes les peurs qui montent, ont fait, dans le cas d'Alice, qu'en plus, elle ne s'est pas réfugiée dans la foi, mais en tout cas, elle a pu remettre sa confiance en Dieu ou s'adresser. L'équipe, ils ont à un moment, ils font une recollection, une retraite dans un couvent à Strasbourg, au sud de Strasbourg, et il y a aussi un directeur de conscience un peu. Donc il y a des prêtres qu'on croise et qui effectivement s'impliquent. La première fois qu'elles ont des évadés, c'est un prêtre qui vient les chercher, qui dit en fait j'ai 2 évadés polonais dont un juif, est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose? Donc le prêtre les connaît d'avant la guerre, du mouvement guide, et c'est vrai que voilà, on retrouve beaucoup de religieux qui, à titre privé ou à titre personnel, en fait, pas forcément en tant que prêtre, ont pris l'initiative secrète et sans en informer leur hiérarchie souvent, la plupart du temps, je pense même, voilà, je fais ma part dans mon coin, et c'est vrai que le nazisme et le catholicisme n'avaient pas grand-chose comme espace de frottement et de bonne vie en communauté, quoi. Les nazis n'aimaient pas spécialement les chrétiens, et puis les chrétiens, si on regarde bien le message du Christ, c'est pas trop la même doctrine, quoi. Donc, en tant que personne, beaucoup d'ecclésiastiques ou beaucoup de fidèles ont pris leur part et ont fait le boulot. Et je pense qu'effectivement, Pie XII, je crois que les archives sont ouvertes depuis 2-3 ans, là, les archives secrètes, là, et qu'on va en apprendre plus, mais voilà, on ne sait pas tout encore, mais il semblerait effectivement qu'il y a eu la position officielle et puis la position des clercs ou des fidèles qui est différée, quoi. Maintenant, quand on est aux affaires et que celui qui tient le fusil, c'est peut-être celui qui a raison, donc je ne vais peut-être pas m'en faire un ennemi immédiatement et exposer toute la chrétienté
notamment allemande. Enfin voilà, après moi je ne veux pas justifier, puis j'y connais rien, mais je sais en tout cas, voilà, beaucoup de clercs au niveau local ont payé un tribut parce qu'ils se sont engagés fort dans la résistance. Voilà. Justine, est-ce que vous avez des éléments à apporter sur cette dichotomie? Non, encore une fois, c'est pas Pas du tout ma période. Pardon, pas du tout ma période ni ma spécialité, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. En dehors de mes souvenirs du film Amen, C'est pas votre corps de métier, d'accord. non. Alors, on avait une autre question que du coup vous avez un petit peu abordé, donc ça me coupe l'herbe sous le pied, mais où on voit que le scoutisme et les structures associatives ont joué un rôle très important. Euh, Est-ce qu'on a beaucoup d'autres exemples comme ça dans l'histoire au sens général, où des associations, des corporations, des groupements préexistants viennent pendant une période de conflit ou une période de crise servir de support à l'engagement? C'est le cas pour le scoutisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que du coup, Justine, vous avez des exemples là-dessus, notamment des sororités, comme on appelle ça aujourd'hui, avec vos femmes, Mes femmes badass, voilà, mes femmes badass sont plutôt des portraits individuels, justement. Donc, c'est vrai que parler d'un groupe, ça serait une très bonne piste intéressante. Et qu'est-ce qui explique pour vous le fait que ce soit souvent des individualités comme ça dans l'histoire de figures de femmes qui ont pu émerger, Euh, plus que des collectifs? Bah justement, peut-être parce que le collectif, au niveau féminin, était assez peu encouragé et possible. Enfin, les femmes communiquaient, bien sûr. Au Moyen Âge, il y avait beaucoup, par exemple, discussions au lavoir, à la fontaine. Mais l'action collective et l'organisation collective étaient possibles. Par exemple, au niveau religieux, avec les béguinages, les couvents. Mais au niveau de l'engagement, c'est venu un peu plus tard. Alors, il y a forcément des exemples avant le 19e siècle, et même avant le 18e, mais là, comme ça, je n'en ai pas en tête. Quand on arrive plus proche de notre période, il y a forcément l'engagement féministe, déjà, avec les suffragettes, etc. Et un engagement politique un peu plus poussé. On a par exemple l'action des femmes au moment de la Révolution française, qui a été assez peu étudiée au début, mais les femmes se sont beaucoup impliquées, notamment dans la marche pour aller jusqu'à Versailles, réclamer que le roi vienne à Paris, et quitte Versailles. Donc ça, c'était beaucoup mené par des femmes. Mais voilà, comme ça, j'ai pas d'exemple que je pourrais vraiment développer. Mais oui, on retrouve des actions collectives et ça me donne des idées de vidéos, justement. Et Effectivement. creuser un petit peu ça. Merci beaucoup parce que... Oui, Étienne? Et moi, je veux bien juste rebondir, c'est quand, en fait, par rapport à des collectifs qui existent avant un conflit, voilà, pour cette période de Seconde Guerre mondiale, en Alsace notamment, l'administration civile s'est empressée dès 40, alors je ne sais plus de quand date le décret, mais c'est genre août 40, tous les collectifs, associations de gymnastique, scoutisme, tous les collectifs possibles sont dissous, leurs biens reviennent au parti, et puis on va, vous inquiétez pas, on va vous proposer d'autres collectifs derrière. Mais l'intérêt était effectivement de dissoudre tout ce qui était en place éventuellement avant, et des gens qui avaient senti venir que ce serait pas la même limonade sous les nazis, qui pouvaient avoir éventuellement des velléités de s'engager, de se dresser, et puis voilà, des repères de gens hostiles au régime. Voilà, donc là, on a commencé par les dissoudre et leur piquer leurs avoirs et leurs biens, et surtout interdire les réunions. C'était complètement interdit de continuer des activités de scoutisme féminines ou masculines, mais les nazis, oui, se sont empressés dès le départ de dissoudre tout ça, quoi. Voilà. Donc on voit que c'était un enjeu stratégique. Bon, bah, effectivement, c'est une conférence qui apporte des réponses et qui nous permet d'apprendre, et aussi qui nous permet de nous poser des questions, ce qui est assez important et assez intéressant. Donc on espère en tout cas
pour vous qui étiez présents et vous qui regardez cette conférence en replay sur YouTube, que cette conférence vous aura invité à voyager et puis à vous renseigner sur tous ces thèmes-là. Moi, de mon côté, il me reste à remercier 1 milliard de fois Justine et Étienne pour votre présence et puis Garance pour avoir co-animé cette conférence avec moi. Merci à tous les deux. Merci Garance. Merci à toi, merci effectivement Justine et Étienne, et puis merci à notre public qui était là ce soir, qui a posé des questions, etc. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à vous avoir tous avec nous. Je pense que Martin, tu partages cet avis. Donc la prochaine conférence de mémoire, ce sera le 18, qui est un jeudi, si je ne m'abuse, le 18 mars. Et elle portera sur la mémoire des soldats issus des anciennes colonies. Et donc on accueillera Christine Cadeau, Christelle Tarot, j'y suis arrivée, et Armelle Mabon pour discuter de ça. Donc 3 femmes, 3 universitaires. En tout cas, merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous. Et puis, on espère à bientôt. Bonne soirée!